La police n'a toujours pas remis la main sur les 7 hommes condamnés pour meurtre, braquage ou viol qui se sont évadés d'une prison de haute sécurité. J'ai décidé de tout faire pour sortir de là. Qu'est-ce que j'avais à perdre? Ils ont abattu de sang-froid un policier. À partir de là, c'était tout ou rien. Face contre terre! S'ils nous coinçaient au Texas, c'était la mort assurée. On y va! Vous pouvez fuir, mais pas vous cacher. Les flics sont là! On pouvait plus reculer. Je m'étais résigné depuis longtemps à être emprisonné pour les meurtres que j'avais commis. Mais j'estimais que j'avais écopé d'une trop lourde peine. Pas moins de 18 condamnations à perpétuité pour les multiples braquages que j'avais faits à l'époque. « 270 années de prison avant de pouvoir bénéficier d'une liberté conditionnelle. J'ai compris que le seul choix qui s'offrait à moi, c'était finir mes jours en prison. C'est ce jour-là que j'ai décidé de m'évader. Jusqu'alors, je ne voulais pas penser en ces termes. Mais dorénavant, je n'avais qu'une idée en tête. Recenser les points forts et les points faibles de chaque partie du pénitencier. Leur but, c'est de sortir d'ici. Et notre devoir, c'est de les maintenir à l'intérieur. Il y a 3 clôtures d'enceinte avec des gardes armés. Des barbelés, tranchants comme des rasoirs, qui font environ 4 mètres de haut. Et une patrouille volante, elle aussi armée, qui sillonne les allées en voiture. J'ai rencontré George juste avant l'été 1998. Je ne sais pas trop pourquoi, mon regard s'est posé sur lui. Et j'ai tout de suite su que ce type allait tenir une grande place dans ma vie. Il y a eu comme un déclic. Garcia, c'est ça? Ah, et toi, t'es Rivas, je t'ai vu à la maintenance. Comment ça va, mon pote? Je pensais pas vraiment à m'évader en vérité, mais il était calme. Il avait le sens de l'organisation et il était très persuasif. Nous y avons réfléchi ensemble et nous nous sommes mis d'accord sur la meilleure façon d'y parvenir. Passer par-dessus les barbelés ou creuser un tunnel, c'est bateau et c'est stupide. Il nous fallait monter un plan bien plus sérieux. Le pénitencier Connally Unit abrite environ 2850 délinquants. Et sur les 500 et quelques gardiens affectés ici, il y a seulement 1/5 de l'effectif sur place en même temps. Ils sont largement plus nombreux. On pensait que les gardiens avaient pour consigne de ne pas résister en cas de mutinerie, qu'ils devaient faire ce qu'on leur demandait, ne pas se battre. Et si on prenait le contrôle de l'atelier de maintenance? Je voulais ma liberté, je voulais vivre. On le fait. Après de longues discussions, on a décidé de s'emparer de force de l'atelier de maintenance. Le plus important, c'était de choisir les bonnes personnes. Et j'ai passé un petit moment à discuter avec d'éventuels complices. J'avais besoin d'hommes qui suivraient mes ordres sans discuter. Bien, revoyons le planning une dernière fois. Ici, l'atelier de maintenance. Là, la salle des gardes.
Et là, la tour des gardes. On s'empare tous ensemble de l'atelier de maintenance. Ensuite, on se divise en 2 groupes. Le premier groupe, moi, Harper, Murphy et Newbury, on va prendre le contrôle de la salle des gardes et de la tour. Après quoi, l'équipe numéro 2, c'est-à-dire Rodriguez, Alprin et Garcia, vous sortez la camionnette et vous nous prenez au passage. On ramasse un maximum d'armes et on les ramène. Notre plan était donc le suivant. Objectif numéro 1, mainmise sur l'atelier de maintenance. Objectif numéro 2, prise de la salle des gardes et de la tour. Une fois la tour sous notre contrôle, on pourrait ouvrir la porte arrière et se faire la belle. Durant les semaines qui ont suivi, on a peaufiné tous les détails de notre plan pour nous emparer de l'atelier de maintenance. Je pensais que si on arrivait à faire main basse sur l'atelier pendant la pause déjeuner et qu'ensuite on s'arrangeait pour maîtriser les gardiens qui devaient revenir, ce serait gagné. On arriverait à s'échapper. On a établi des cachettes pour le matériel dont on avait besoin et on s'est entraîné à faire des mises à terre. Le bras monte, blocage, mise à terre. Ouais, c'est ça. On savait exactement ce qu'on avait à faire. C'était clair et net. Merci Jésus pour cette nourriture que nous allons avoir. Le soir précédent, on a fait un festin. Donne-nous la force. On a prié ensemble. Montre-nous la lumière, afin que demain nous puissions marcher en hommes libres. On a mis toute notre âme dans cette prière, vous savez. Dieu en était le point central. On croyait sincèrement que Dieu allait nous venir en aide, qu'il allait nous entendre et nous donner sa bénédiction. Amen. 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 Trinquons à la liberté. À la liberté. À la liberté. Je me suis étiré, puis je me suis préparé à me mettre au lit et je me suis couché tôt. Mais impossible de dormir d'une traite comme je l'aurais voulu. Pendant toute la nuit, j'ai pas arrêté de me lever, de faire les 100 pas, de me recoucher, et ainsi de suite. Le lendemain matin, je me suis réveillé calme et reposé. C'était le jour J. Plus rien ne pouvait nous arrêter. Je me suis levé vers 5h30, 6h, à la fois excité et inquiet en pensant à ce qui nous attendait. Quand ils nous ont appelés pour le petit déjeuner, je me suis levé. Mais je ne suis pas allé à la cantine. Je savais que je ne pourrais rien avaler. On attendait le cœur battant qu'il soit 11h, l'heure de la pause déjeuner. L'heure H pour nous. Tous les gars avaient les yeux écarquillés comme des biches prises dans le faisceau des phares. J'imagine que moi aussi. C'est l'heure de déjeuner. Allez-y. On va rester pour sceller le plancher dans la salle des machines. Très bien. D'une façon ou d'une autre, ce devait être la fin ce jour-là. Dans mon esprit, c'était clair, la liberté ou la mort. Salut, chef. C'est pas encore fini? Presque. George a dit à Moxiemba, vous pouvez nous aider, on a un petit problème électrique là. Je l'avais prévenu, quand je poserai mes mains sur le premier gardien, ce sera le point de non-retour. À partir de là, c'était tout ou rien. On a besoin de renfort, les gars! C'était un grand costaud et il leur tenait tête. Alors je suis revenu en courant. Même à 7, on n'arrivait pas à le maîtriser. Finalement, Rodriguez lui a donné un coup sur la tête. Après ça, il s'est calmé.
On l'a ligoté et on l'a mis dans la pièce derrière. Et après, on a attendu le retour des autres gardiens. Salut les gars, on a un problème avec ce moteur. Vous pouvez nous aider à le déplacer? 2, 3, parfois 4 d'un coup. L'ordre du jour, c'était Les maîtriser. Il en revenait encore et encore. L'adrénaline était à son top. À un moment, on a dû mener 4 combats en même temps. Ça faisait beaucoup de gars à maîtriser. Chaque employé réagit différemment. Une ou deux fois, la situation a bien failli nous échapper. Rivas! Les clés! Plusieurs d'entre eux ont été dépouillés d'une partie de leurs vêtements, bâillonnés, les yeux bandés. Ils devaient être terrifiés. Ça a duré longtemps. On était à bout de force. On s'est battu pendant plus d'1 heure. T'as intérêt à te tenir tranquille si tu veux revoir ta famille. Qu'est-ce que j'avais à perdre? T'as les clés, Pops? Après avoir pris le contrôle de l'atelier de maintenance, il leur était facile d'avoir accès aux outils susceptibles de faciliter leur évasion, tels que des lames de scie à métaux. J'ai dit à Rodriguez de les surveiller et de faire attention à ce qu'aucun d'entre eux ne se libère. Il faut savoir que la pièce où se trouvent les tableaux électriques est un point stratégique et par conséquent, elle est équipée de toute une série d'alarmes. Si l'une d'elles se déclenchait, tout était foutu. J'étais chargé de préparer la camionnette avec le compartiment secret. J'avais fini d'assembler toutes les pièces. Michael Rodriguez devait garder l'œil sur les hommes que nous avions enfermés dans le placard pendant que j'aménageais la camionnette. Et tout à coup, on a entendu de drôles de bruits. Garcia, il se passe des choses derrière! Un des gardiens, dont j'avais dit au gars de se méfier, avait un couteau planqué dans sa botte, et ils l'ont pas vu. Faut qu'on ouvre cette porte avant qu'ils libèrent tout le monde. Newberry! Grouille-toi! Vite! Faut qu'on rentre là-dedans! Ouvre ça, vite! Allez, pousse! Pousse! Quand on a réussi à ouvrir, les gardiens à l'intérieur se sont mis dos à la porte pour nous empêcher de rentrer. Reculez! Allez-y, poussez! Poussez! Pousse! Ils ont alors déclenché l'alarme incendie. Quand le signal d'alarme a sonné, les employés ont appelé la maintenance. Il y a eu un début de panique. Ouvrez! Newberry a voulu coincer la porte avec son pied. Ça poussait dans tous les sens. Tout a failli capoter à ce moment-là. Qu'est-ce que tu fais? Je les empêche de sortir. Les téléphones! Je réponds. C'est une fausse alerte. Beaucoup de ces alarmes se déclenchent quand il y a trop de poussière accumulée dans le détecteur ou des choses comme ça. Cet employé avait l'habitude. Il s'est dit qu'il n'y avait pas vraiment le feu. Et il a arrêté l'alarme. Ça a marché. Mais il était temps qu'on mette les voiles. On contrôlait l'ensemble de l'atelier de maintenance. Objectif numéro 1 rempli. Objectif numéro 2, prendre le contrôle de la salle des gardes et de la tour. J'ai appelé la porte et la tour arrière en me faisant passer pour le surveillant de la maintenance. Et j'ai dit au gars, je vous envoie une équipe d'entretien de 2 ou 3 détenus pour installer les caméras. D'accord, d'accord. Au revoir.
C'est bon. Allons-y. Pas question de perdre une seconde. Il fallait s'emparer de la tour de garde avant qu'il y ait une quelconque visite d'inspection et qu'on vienne nous chercher. Avec Newbury, on a chargé les outils et tout un tas de trucs dans la remorque. Et ensuite, Rivas nous a conduits jusqu'à la grille arrière. Arrivé là, on a déchargé le matériel comme si on avait des réparations à effectuer. Bonjour. Comment ça va? Bien. Alors, on rajoute des caméras? Ouais, on doit les installer dans la tour. Rivas avait même pris des gâteaux. Vous voulez un beignet? Ah, je veux bien. Il lui en a offert un, il a attendu quelques minutes et lui a dit Il va falloir que j'aille dans la tour. Pas de problème. C'est vrai? Parfait. Bon après-midi. Vous aussi. J'ai alors fait comme font les gardiens, j'ai hurlé « Porte !» Chacun retenait son souffle. Si on avait fait la moindre erreur, le garde de la tour n'aurait pas laissé entrer Rivas. C'était tendu. Porte! Dès que j'ai vu Rivas pénétrer dans la tour, j'ai passé un coup de fil. Ici Gibbs. Pouvez-vous me passer l'agent d'entretien? Il est dans l'escalier, un instant. Pouf, ça grimpe. C'est pour vous, c'est l'atelier. J'ai joué le jeu, j'ai répondu « Comment ça, j'en viens ?» Je sais pas, ils ont demandé à vous parler. J'attendais juste que Rivas me dise qu'il était prêt à prendre le contrôle de la tour. Ouais, d'accord. Halprin pourrait alors faire signe à la salle des gardes, de sorte que les deux opérations aient lieu en même temps. On avait pris pour mot de passe des mots commençant par Max. D'accord. D'accord, Max. Maximise. Maximum. Reste calme et il t'arrivera rien. Qu'est-ce que vous faites, les gars? Soit vous me montrez comment on actionne l'ouverture de la grille pour les véhicules, soit je vous tue. Il m'a obéi. À terre! Je leur ai ouvert la grille et il s'est arrêté. Murphy est sorti du bâtiment en tenue de gardien. C'était un stratagème. La cuisine et la blanchisserie se trouvant face à la grille, si par hasard un détenu ou un gardien regardait par la fenêtre, il pourrait voir ce qu'on était en train de faire. Fallait donc que ça ait l'air d'une opération de routine. C'est bon! Il a crié à mon intention, c'est bon, et j'ai ouvert la grille extérieure. Rivas a jeté dans la camionnette toutes les armes qu'il avait raflées dans la tour. Et c'était parti. Ça avait un petit côté angoissant de s'enfuir en voiture. On a vraiment flippé. Je me tenais recroquevillé dans ce petit compartiment où je ne voyais rien, avec un fusil chargé à côté de moi. Je me demandais si on allait se faire arrêter, si j'allais sortir de là vivant ou pas. Our Father,
Notre Père qui es aux cieux, que votre nom soit sanctifié. J'ai commencé à réciter à Notre Père. Allez savoir pourquoi, c'est la première chose qui m'est venue à l'esprit. Que votre règne arrive, que votre volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Et quand j'ai entamé la deuxième phrase, Rivas et Harper ont spontanément mêlé leur voix à la mienne. On a dépassé la tour de garde sans se retourner. Aucun coup de feu n'avait été tiré. Pour l'instant, tout allait bien. Plus je mettais de distance entre la prison et moi, plus je me sentais soulagé de l'énorme poids qui pesait sur mes épaules. Et plus je me redressais sur mon siège. Sans vouloir verser dans le mélo, je dirais que l'air à présent avait un goût différent. Tour de contrôle à base. Tour de contrôle à base. Il y a une évasion. Je sais pas combien d'hommes, mais ils sont partis. Allô? On m'a appelé pour m'annoncer qu'une évasion avait eu lieu pendant la fermeture de la prison. Je me suis aussitôt rendu sur place, tout en continuant à me tenir informé. Continuez. Ensuite, on m'a confirmé qu'ils étaient 7. Toutes les informations se recoupaient. Ils étaient bel et bien partis en volant un véhicule sur place. J'ai rejoint le centre de commandement opérationnel. Si vous sortez de là, vous serez forcément repris. Vous pouvez fuir, mais vous ne pouvez pas vous cacher. Une chasse à l'homme sur tout le territoire du Texas, plus inquiétante que jamais. Les recherches ont été lancées avec de gros moyens, sur terre comme dans les airs. On n'arrivait pas à comprendre comment ils avaient pu échapper au radar. George Rivas, je veux un dossier complet sur ce type. Il y avait un enquêteur des opérations spéciales assigné à chaque fugitif. Patrick Murphy, pour toi, James. C'est son travail de savoir absolument tout sur cet individu, y compris le petit détail qui peut faire toute la différence plus tard. Ils allaient sûrement avoir besoin de ressources. On s'est donc penché sur les précédents braquages de Rivas. Que des vols avec un groupe de récidivistes. J'avais déjà braqué un magasin Hochman, je connaissais donc l'agencement, mais celui-ci était nettement plus grand. Au moins 5 ou 6 fois plus grand que le magasin que j'avais braqué en 1993. Mon but, c'était de leur piquer le maximum d'armes et de fric. Je savais que chaque dollar correspondait à un jour de liberté en plus. L'entrée est située ici. Je passerai la porte en premier avec Larry et nous serons tous les deux habillés en garde chargés de la sécurité. On abordera le responsable du magasin en lui montrant les photos que Garcia est en train de découper. Dans le journal, il y avait une page où il y avait plein de photos d'enfants. Il me suffisait de les découper et de les coller sur une page blanche pour obtenir un parfait avis de recherche de ces enfants. C'est simple, chacun fait son boulot et tout ira bien. C'est parti. On savait que le magasin fermait à 18h. Je me suis rendu directement au rayon chaussures. Rodriguez et Halprin sont allés au rayon vêtements et Newbury au rayon sport. Moi, je faisais le guet. J'observais ce qui se passait à l'extérieur sur le parking. À 17h45, Rivas et Harper sont entrés. Bonjour. En quoi puis-je vous aider? J'aimerais que vous jetiez un coup d'œil à ces photos et que vous me disiez si vous avez vu l'un de ces enfants dans votre magasin. Rivas lui a demandé de faire venir tous ses employés pour les interroger sur ces enlèvements et sur les fugitifs. Tout le monde à l'entrée. J'écoutais Rivas sur une radio et la police sur une autre. Regardez bien ces visages et dites-moi s'ils vous rappellent quelque chose. J'étais prêt à y aller.
George leur a dit, c'est un hold-up. Restez calme et tout se passera bien. Nous allons juste prendre l'argent, quelques fournitures. Et nous repartirons, aucun souci, d'accord? D'accord. Newbury et moi, on les a emmenés dans l'arrière-boutique pour les ligoter. Pendant que les autres chargeaient la marchandise. Plus vite. Rivas était avec le responsable pour rafler l'argent du coffre. Dépêchons. Tic-tac, 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 tic-tac. Mets-toi là, face contre terre. Contenu du coffre, 70 000 $. Et Rivas a pris les clés de voiture du responsable. Et c'est lorsqu'il est sorti du magasin que la petite amie du type l'a vu. Elle l'a regardé d'un drôle d'air. Parce qu'elle n'avait jamais vu ça. Un gars habillé comme les types de la sécurité avec un pistolet à la ceinture. Alors quand George s'est approché de sa vitre et qu'il lui a dit « Simple visite de routine. » Elle a souri et mis les voiles. En fait, elle a aussitôt appelé les flics pour leur dire qu'elle venait de voir un homme armé et qu'elle craignait qu'il se passe quelque chose au magasin. Grouillez-vous, bon sang. Bien noté. J'y vais. Je dois y aller. Au revoir. Ne regarde pas! Regarde par terre! J'ai appelé George pour savoir pourquoi il traînait comme ça. Venez, sortez, il est temps de filer. Impossible, ils sont pas tous ligotés! Sortez! J'ai prévenu Newbury. Face contre terre! Il est temps de filer. Vite. Au moment où je sortais, j'ai entendu « Pam, pam, pam ». Les flics sont là! Qu'est-ce que tu fous, mec? Qu'est-ce que tu fous? Les flics! Ils sont là, ils sont là. Il était comme fou, les yeux exorbités. Je me suis retourné et j'ai vu que Rodriguez était en train d'essayer de sortir le flic de sa bagnole. Il bloquait mon véhicule. J'y arrive pas! J'arrive pas à le sortir, j'arrive pas à le sortir. J'y arrive pas! Michael, il a sa ceinture. Retire-lui sa ceinture! Il a fini par le sortir de la voiture et je suis monté dedans. Ce qui venait de se passer était insensé. Je voulais pas y croire. Nom de Dieu, mais qu'est-ce que tu fous? Et j'ai pensé, ces gars ont perdu la tête. Mon pied! Mon pied! Mon pied, mon pied. Je lui ai dit, retourne à la camionnette. Je suis touché. Quand je suis arrivé près de George, il se tenait le ventre. Il avait les mains pleines de sang. Le cauchemar se poursuivait. Tout mon corps me faisait mal, depuis la base du cou jusqu'aux jambes. On se casse! Maniez-vous! On avait tout bien préparé et tout foiré. Quel gâchis. On laissait derrière nous un policier à terre. Mort, sans aucun doute. Il y avait eu trop de coups de feu. Voilà, c'est bon. Mais qu'est-ce qui s'est passé, bon sang? Voilà ce qui s'est passé. Regarde-le! Je sais! Qui a descendu le flic? Du calme! Il a essayé de calmer tout le monde. Mais qu'est-ce qui s'est passé, bon sang? La ferme! Donc c'est toi qui la boucle! Non, toi, tais-toi! Je vais te mettre une balle dans la tête! Et là, tout à coup, on s'est retrouvé avec 4 mecs qui se tenaient en joue. On n'a pas fait tout ça pour se faire sauter la cervelle maintenant. C'est ni le bon endroit, ni le bon moment. J'ai dit ça suffit, on plie bagage.
Dans la petite ville d'Irving qui rend hommage au policier Aubrey Hawkins, le sol autour du magasin Hochman est encore jonché de douilles et de verres brisés. J'étais sûr que c'était eux. Un horrible pressentiment. C'était mon boulot de capturer ces hommes, et mon pire cauchemar s'était réalisé. Un collègue avait perdu la vie à cause de mon incapacité à mettre la main sur eux. Je me sentais personnellement responsable de sa mort, aujourd'hui encore. Ils allaient nous chasser sans pitié. S'ils nous coinçaient au Texas, ils nous tueraient. L'affaire a vraiment pris de l'ampleur après la mort du policier Hawkins. Ça a été la plus grande opération lancée aux États-Unis contre des fugitifs. Les recherches ont été menées au niveau national et international. Désormais, on recueillait des milliers d'informations menant à différentes pistes. Pas question de lâcher ces types tant qu'on n'aurait pas mis la main dessus. Ce braquage raté a changé la donne. J'ai compris alors que si on se faisait prendre, on n'échapperait pas à la sentence de mort. À présent, c'était plus qu'une question de temps. Johnson est sur le coup. Il va s'en occuper. On a reçu un appel nous informant qu'un shérif du Colorado avait eu la visite d'un homme qui pensait les avoir vus dans le village de Mobile Home. Ils se sont arrêtés là et ils m'ont dit qu'ils cherchaient un emplacement. Ils se sont présentés comme étant des missionnaires chrétiens, venant du Texas. Ok, merci. Qu'ils soient là, tous ensemble, ça me paraissait impossible. J'arrivais pas à y croire. Je voulais m'assurer qu'il s'agissait bien d'eux, les 7 du Texas. On s'en est pas trop mal tiré finalement. Attention. Faut se débarrasser de ce type. Ok, fais vite. Je suis allé à leur rencontre pour voir ce qu'ils voulaient. Salut frère Jim. Salut frère Wade. Une étude de la Bible demain à 10h, ça vous va? Avec plaisir, j'y serai. Tout en lui parlant, je l'observais de près, dans l'espoir de remarquer le moindre détail qui nous permettrait d'être tout à fait sûrs. Il y a quelques passages que j'aimerais vous expliquer. Parfait. Il avait un grain de beauté près du sourcil. Je me réjouis d'avance. Dieu vous bénisse. À demain. À demain. J'ai appelé l'enquêteur chargé du dossier Harper et il m'a confirmé qu'il avait un petit grain de beauté à cet endroit-là. Patron! On en tient un! Ça n'apparaissait dans aucun registre de prison, ni aucun registre de la police. On l'a su grâce aux entretiens qu'avait eu cet enquêteur avec la famille. Ajoutez à cela le fait qu'ils se présentaient comme des missionnaires chrétiens originaires du Texas. Tout cela concordait. C'est ainsi que les forces spéciales d'intervention de Colorado Springs se sont tenues prêtes à intervenir dès le lendemain matin. Dans la mesure où je dirigeais les opérations, je tenais à répondre à leurs attentes. Je ne voulais pas que la situation m'échappe. Mon premier souci, c'était d'éviter que les fugitifs aient vent de notre présence et prennent des gens de la communauté en otage. Le temps ne jouait pas en notre faveur. Wade Holder nous avait dit que frère Jim, qui en fait n'était autre que Harper, devait faire une réunion de prière dans la matinée. Je voulais donc que mes hommes soient prêts à intervenir immédiatement. Quand je vous dis d'y aller, vous y allez. La journée avait commencé normalement sur le terrain de camping-car. Patrick Murphy et Daniel Newberry étaient partis à Colorado Springs pour quelques jours dans l'espoir d'obtenir de faux papiers d'identité pour tout le monde. Restaient donc sur place moi, Michael Rodriguez, Joseph Garcia, Larry Harper et George Rivas. L'attente était d'autant plus pénible que frère Jim n'est pas apparu à l'heure prévue pour son étude de la Bible.
On était assis là en train d'attendre Harper quand j'ai suggéré au groupe d'intervention de me laisser aller à leur caravane pour leur annoncer qu'on allait peut-être manquer d'eau et en profiter pour savoir où ils étaient. On a pesé le pour et le contre et j'ai donné mon feu vert. Rivas est sorti avant même que j'ai frappé à la porte. Je lui ai expliqué qu'on avait un problème d'eau. « Salut, frère Jim n'est pas encore levé ?» Quand je lui ai demandé où était Harper, il m'a dit qu'il s'était réveillé un peu tard. Il est sous la douche, il va pas tarder. Ah bon? Wade est passé prendre de nos nouvelles. Et vous les gars, vous avez des projets pour aujourd'hui? Il nous a demandé ce que nous comptions faire. On va aller en ville acheter des pièces pour la Cherokee. Ah ouais, Ouais. très bien. Après le départ de Rivas, il restait plus que Harper et moi dans la caravane. J'ai préparé le petit déjeuner, œufs et saucisses. J'avais moins d'une minute pour me décider. Soit je les empêchais de quitter l'endroit en faisant tout de suite appel aux forces spéciales d'intervention, soit je les laissais partir. Je mettais en place l'attaque mobile et laissais le soin au comté d'El Paso de les arrêter. Les mobilhomes alentours étant occupés, je craignais que la fusillade qui allait avoir lieu ne fasse des victimes innocentes. J'ai donc décidé de les laisser partir et de m'en remettre au comté d'El Paso pour l'attaque mobile. 2 ou 3 choses me sont venues à l'esprit, notamment le fait que les 7 du Texas avaient déjà prouvé leur détermination. Ils avaient tué un policier de sang-froid. Et l'une de nos plus grandes craintes, c'est de mettre en danger la vie de nos hommes. Véhicule en vue. Allons-y. Pardonne-nous nos offenses. Je crois que c'est mon passage favori. Nos hommes quadrillaient la place, à 15, 20 mètres et jusqu'à 50 mètres. Chaque ouverture, chaque fenêtre était couverte. Je sais pas, je dois avoir le coup de main. Tu feras un bon mari. En position. Le négociateur s'est emparé du mégaphone. Sortez! Il n'y a pas eu de blessés jusqu'à présent. La meilleure chose que vous ayez à faire, c'est de vous rendre. Bon Dieu! Sortez les mains en l'air. Qu'est-ce que ça veut dire? On est coincé. Sortez! Il leur a demandé de sortir. Pas de réponse. Harper s'est jeté sur les fusils et les a chargés. Je savais pas quoi faire. C'est pas juste, Larry. Je sais pas, Randy. Peut-être que si. La meilleure chose que vous ayez à faire, c'est de vous rendre. C'est la fin, mon pote. Larry s'est approché de moi et m'a dit... Qu'est-ce que tu vas faire? Mon regard était assez éloquent. Je veux blesser personne. J'allais me rendre. Je ne veux blesser personne, moi non plus. Plus maintenant. Mais il était clair qu'il allait pas abdiquer. Sortez maintenant. Rendez-vous. Vous êtes cernés. Au bout d'environ 10 minutes, la porte du mobilhome s'est ouverte et Hal Prina a annoncé qu'il sortait. Je vais sortir! Je suis pas armé! Tournez-vous! Je suis pas armé! Venez vers moi, reculons! On a répété « Venez vers moi à reculons » jusqu'à ce qu'il arrive à notre hauteur. Puis on l'a mis à terre, on l'a menotté et on l'a embarqué. Harper est resté à l'intérieur. Il avait tout un tas d'armes avec lui et n'avait visiblement pas l'intention de se rendre. J'ai entendu un coup de feu. J'en ai déduit que soit il venait de se donner la mort, soit il se défoulait en tirant dans la caravane.
20 minutes plus tard, comme il ne répondait toujours pas, on a décidé de pénétrer dans les lieux. On a donné un coup de pied dans la porte et j'ai lancé une grenade paralysante à l'intérieur. Harper était étendu sur le dos par terre. Il avait l'air mort. Menottez-le quand même. J'ai demandé à l'un des hommes du commando de le menotter. On a trouvé une Bible dans la salle de bain. Elle était ouverte à une certaine page et contenait un mot destiné aux parents d'Harper, dans lequel il s'excusait pour le meurtre d'Aubrey Hawkins. Ensuite, j'ai appelé le responsable des forces d'intervention du comté d'El Paso. Nous avons alors pris la décision de prendre en chasse ce véhicule. Je me suis arrêté à la station-service parce que j'avais vu une voiture de la police de l'État garée juste devant au carrefour. Je me suis donc arrêté en espérant qu'il repartirait devant nous. Les flics! En quelques secondes, nos forces spéciales d'intervention se sont déployées et ont pris position autour de leur véhicule. Les mains en l'air! Pas un geste! Les mains bien en vue! Éloignez-vous de là! Reculez! Je peux vous assurer qu'on était à 2 doigts d'appuyer sur la détente. Sortez de la voiture! Nous avons une arme! Nous avons une arme, à terre! Ils ont poussé le passager arrière droit hors de la voiture. Je les ai entendus armer tous leurs fusils et leurs mitraillettes. Le passager bougeait ses doigts, comme ça. Je me souviens m'être demandé ce qu'il pouvait bien être en train de faire. J'ai pensé qu'il était peut-être préférable de mourir. Et j'étais prêt à mourir. Je savais que c'était ce qui m'attendait. Pourquoi supporter ça? Si on s'était évadé, c'était pour être libre. On aurait dit que le temps s'était figé. Pas un geste ou je tire! Ils ont ouvert la portière et un autre membre du commando s'est emparé de lui. Dehors! À terre! Immense douleur. Je savais qu'on allait me ramener au Texas. Je savais que je serais jugé et condamné à mort. Je regretterai toujours la mort de M. Hawkins, tout comme celle, plus tard, de Larry et celle de Michael Rodriguez. Aujourd'hui, 3 autres de mes amis attendent comme moi dans le couloir de la mort. Alors bien sûr, j'assume la responsabilité de tous ces funestes destins. Mais en ce qui concerne l'évasion elle-même, d'un point de vue personnel, non, je n'ai aucun regret.